Bonjour tout le monde, bienvenue ce matin aux Instituts d'été du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre aujourd'hui Les mathématiques par la pensée computationnelle et le codage. Cette Mhm. formation nous sera donnée par Jules Ducharme. Quelques petites consignes avant d'aller plus loin. Eh bien, premièrement, cette formation, elle est enregistrée et elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines. De plus, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage ou encore, vous avez accès à votre micro. Finalement, on aimerait remercier le ministère de l'Éducation, sans qui ce type d'activité de développement professionnel ne pourrait avoir lieu. Voilà, l'intro est terminée. Donc, Jules, je te cède la parole et puis bonne formation tout le monde. Merci beaucoup, Louis, puis bonjour tout le monde. Un beau petit groupe aujourd'hui, mais quand même, on va avancer avec tout ça, puis on va modifier pour les besoins, pour les gens qui sont là et aussi pour l'enregistrement, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir le voir après. Pour la reconnaissance, ben, regardez, moi ici à Sudbury, je me tiens sur les terres des Anishinaabe et Atikamegusheng, et aussi des Wahnapité First Nation et des Métis. C'est pas juste des mots pour moi, hein, c'est une réalité qui me touche à chaque jour. Puis on est tous ensemble aujourd'hui, même si on est un peu éparpillés un peu partout en Ontario. Chacun de nous, on a notre propre coin de terre, soit propre, son propre bout d'histoire même. Mais je voulais partager avec vous ce que je voulais, ce que ça veut dire d'être dans ma ville. Hein, ces terres, elles ont vu des générations passer. Elles ont entendu des rires, des chants, des pleurs. Et aujourd'hui, elles nous accueillent, moi et vous, pour qu'on puisse apprendre et grandir ensemble. Alors, merci d'être ici avec moi, même si c'est juste à travers un écran. Je sens qu'on partage quelque chose de spécial. Passons un moment ensemble et n'oublions jamais d'où on vient et sur quelle terre on se tient. Merci. On commence tout à fait dans le mille. Moi, j'aime apprendre à vous connaître aussi. Ne serait-ce que juste un numéro dans la boîte du chat, mais si on est un petit groupe ici qui veut aussi participer, c'est votre formation, hein. Donc, on peut y aller très, très, très hands-on où on va se mettre les mains à la pâte, puis peut-être même faire du codage ensemble. Ou ça peut être juste une exposition et vous écoutez pendant que vous prenez votre petit café, votre petit sandwich. Fait que tout est possible. J'aimerais ça voir votre niveau d'aisance dans le codage. On va commencer avec ça. Fait que de 1 à 10, là, vous vous situez là, dans le codage, point. C'est à peu près ça, on va faire le lien avec les mathématiques tantôt. Fait qu'on a des, OK, ça statut, oui, 9, OK. 7, 6, 5, 6. OK, cool. C'est qu'on a on a des gens qui ont probablement fait du codage, qui se sentent à l'aise avec le codage, puis un peu curieux. Oh, merci, Amina, c'est 6, toi, parce que toi, tu répondais à l'autre. OK, d'accord. Mais parfait. Bienvenue à la personne qui s'est joint là, on est en train de juste voir le niveau d'aisance en codage. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole puis m'expliquer un peu là, quel genre de codage ils ont fait jusqu'à date, puis un peu qu'est-ce qu'ils viennent chercher peut-être, ou votre histoire mathématique et votre histoire en codage, là, peut-être. Sentez-vous libre d'ouvrir soit votre caméra ou même juste votre micro ou écrire dans la boîte du chat aussi euh, vos intentions là-dessus, votre histoire. Où est-ce que vous êtes avec ce cheminement du codage, là? Parce que le codage, hein, vous savez, il a été rajouté là, dans le curriculum de la première à la huitième année et ainsi que la neuvième année. Puis là, on en retrouve un peu aussi dans le cours de sciences, puis évidemment le nouveau curriculum de programmation en dixième année aussi qui vient de sortir. Fait que le codage commence à prendre de la place, puis on se pose des questions. So, quelle est votre histoire face au codage en mathématiques?
Donc, Annie nous dit le codage en bloc, oui, avec Scratch, OK, microbit. Je vais approfondir dans les deux cas. Excellent, cool. On va essayer de voir si ça va répondre aujourd'hui. Mon but aussi, quand j'ai commencé à explorer tout ça, euh, ce que je remarquais, c'est on faisait beaucoup de codage, mais il y avait moins de liens avec les mathématiques. Donc aujourd'hui, on va aller vraiment plonger comment est-ce qu'on peut faire des mathématiques par la pensée et le codage. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver dans tout ça. On va commencer par ce qu'est la pensée computationnelle. Pour moi, la pensée computationnelle, eh bien, c'est ce paragraphe-là. Je vais vous laisser le lire. Merci, Fritz. Un peu de codage avec Scratch, Micro, Sphero aussi. Ouais, les Sphiros sont là. Je vais aller encore plus loin. OK, cool. C'était à la bonne place, je pense. Donc, pour moi, la pensée computationnelle, vous voyez les mots-clés, là, résoudre des problèmes. J'adore aussi concevoir des systèmes. Il n'est pas en rouge, mais quand même. Puis elle est pertinente en mathématiques pour qu'on puisse aborder les problèmes de manière logique, systématique et créative aussi. Donc, une autre façon souvent de voir un problème mathématique, et ça le décortique en petites morcelles de pensée computationnelle qu'on peut organiser ensemble. Donc, le codage nous permet de faire ça. Donc, je vois des mots comme analyser, décomposer, trouver des régularités, des abstractions. En fait, c'est toutes des choses qu'on fait dans le cours de mathématiques qui vient nous aider à comprendre les mathématiques d'une autre optique. Ce que j'aime présenter aussi, c'est lire avant d'écrire. Hein? Donc, si jamais vous avez transigé un petit peu avec le Thinking Classroom de Peter Liggedall, c'est lui c'est pas nouveau, mais il l'a mis sous forme de graphique comme ça que j'aime beaucoup. Donc, on apprend toujours à lire avant d'écrire, même s'il y a des balbutiements d'écriture. Je pense qu'en codage, ça peut être la même chose. Donc, j'aime une approche où on peut lire du codage, ensuite peut-être décrire le codage, le modifier, puis ensuite créer, écrire du code. Puis donc, on peut aussi regarder cette idée-là dans le flow un peu. Donc, quand on présente ça, plusieurs élèves vont être à différents flows, là. Il y en a qui vont être au début, il y en a qui sont déjà en train de créer des programmes et tout ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut garder des jeunes avec un problème mathématique dans ce flow-là pour ne pas tomber dans la frustration ou dans l'ennui? Et puis même comme nous, comme enseignants, où est-ce qu'on se situe dans ce flow-là? Puis on a le droit aussi d'être co-apprenant avec nos élèves pour figurer comment ça fonctionne, là. On est loin d'être des experts en programmation. Donc, le flow est important. Il y a plusieurs façons aussi, pour moi, ce que je trouve, d'explorer le codage. La robotique, ça en est une, les projets STEAM et tout ça, mais ici, là, c'est vraiment l'optique de faire des maths par le codage. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, l'enseignant pourrait donner un problème avec un pseudocode, puis l'élève, lui, pourrait l'expliquer. On pourrait aussi fournir du code, ensuite décrire qu'est-ce que chaque ligne fait. On pourrait faire du code mélangé, puis là, de rassembler pour résoudre le problème. Ensuite, peut-être fournir du code erronique et des erreurs mathématiques, pas des erreurs de codage nécessairement, mais plus des erreurs mathématiques. Puis là, on corrige les erreurs. Ensuite, on pourrait fournir du code pour modifier puis résoudre, puis donner un problème mathématique, puis créer le code pour le résoudre. Fait que, vous voyez comme une différente façon de penser, de faire un flow là-dedans. C'est pas juste de tout le monde ensemble, on fait une ligne à la fois, puis on y va. Il y a plusieurs possibilités. Bon, dans le curriculum, j'aimerais ça que vous lisez un peu le curriculum. Vous êtes probablement habitué là encore de voir qu'il y a des habiletés en codage partout, mais j'aimerais ça faire ressortir les mots-clés dans tout ça. Quels sont les mots-clés que vous voyez dans le curriculum de la 6e à la 8e? En passant, on va faire un focus 7, 8, 9, mais c'est juste pour avoir une tranche qui couvre les deux côtés, là. C'est les mêmes contenus d'apprentissage.
Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Quel mot-clé vous ressort quand vous regardez ce curriculum-là? Quels sont certains mots-clés qui ressortent de façon computationnelle? Oui, oui. Ce que j'ai remarqué en transigeant avec d'autres enseignants, c'est on va se pencher sur le dernier bout de phrase. Donc, en sixième année, y compris des codes comprenant des instructions et d'autres structures de contrôle. OK, d'instructions conditionnelles. C'est ça, il faut que j'enseigne. Right? Des structures de contrôle. OK, puis là, en septième, c'est quoi la différence? Ah, dénombrement prédéfini, des sous-programmes, puis d'autres structures de contrôle. OK, cool. Puis en huitième, y compris des codes de l'analyse des données pour prendre des décisions claires et claires. On focus sur le dernier bout du contenu d'apprentissage, moi, je pense. Puis souvent, on oublie, c'est quoi la première chose? C'est résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques de façon computationnelle. C'est ça qu'on est en train de faire. Comment? En écrivant avec des codes efficaces avec des instructions. C'est le comment, il est après, mais le pourquoi, c'est vraiment ça, c'est résoudre des problèmes mathématiques. Donc, comment est-ce qu'on fait juste faire de la robotique, c'est bien, mais il faut rattacher ça à un problème mathématique dans notre curriculum pour faire du sens dans tout ça. Et vous voyez le 3.2 ici à la fin, c'est lire et modifier. Souvent, les premiers verbes, là, c'est les verbes les plus importants. Lire et modifier des codes donnés. Donc, encore là, on est en train, on peut lire, on peut modifier, on peut faire les deux, mais on peut s'amuser dans tout ça. Si je regarde en neuvième année, on est à la même genre de résoudre des problèmes et créer des représentations pour l'attente, si tu veux. Résoudre des problèmes. Puis ensuite, en neuvième année, on voit semblable, la même chose. On voit mettre en application ces habiletés en codage pour représenter dynamiquement des concepts mathématiques et des relations, puis de résoudre des problèmes. Donc, mettre en application ces habiletés qu'on a appris de la première jusqu'à la huitième année. OK. Donc, regardez un peu, c'est la même genre de choses ici. En neuvième année, on a utilisé le codage pour démontrer sa compréhension, créer du codage pour décomposer des situations, puis lire du code et prédire son résultat, modifier le code. Fait que c'est tout le flow qui est là aussi à chaque étape, on le voit. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller plonger un peu dans les concepts du codage pour expliquer pourquoi est-ce qu'on se gratte la tête souvent. On est souvent comme un peu déboussolé, puis il y a quelque chose qui se passe avec ce fameux symbole-là pour moi. Ce symbole-là veut dire plein de choses, je crois. D'après vous, dans la boîte du chat, qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là? Je ne l'ai même pas nommé, là, j'ai juste dit ce symbole-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là? On commençait avec ce concept-là en codage. Ça peut être dans toutes les sphères. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux symbole? Cool. Annie, elle est attribuée. Donc, elle utilise le mot attribué pour ça. C'est certain que ça, c'est une des des grands concepts. Quand on présente ce symbole-là, souvent, on voit un symbole d'égalité. On va dire ça représente une balance, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à gauche et à droite, c'est la même chose. Pourtant, ce symbole-là indique beaucoup de choses. Par exemple, ici, je pourrais avoir des choses comme nombre entier 1 est égal à nombre entier 2. Alors ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, c'est si. Je suis en train de faire, si ces deux-là sont égales, alors je vais faire quelque chose. Alors, ici, on est en train d'utiliser le symbole comme une opération de comparaison. Fait qu'on est en train de comparer deux nombres.
On n'est pas en train d'assigner ou attribuer, mais ici, on compare. Par exemple, si je regarde celle à droite ici, x est égal à x plus 10. Bien, mathématiquement, ça n'a aucun sens, ça. Ça voudrait dire que 0 est égal à 10, puis c'est pas vrai. Mais pourtant, on voit ça en codage énormément, puis Annie nous l'a montré un peu. On appelle ça attribuer. Hein? Donc, ce que je suis en train de faire, ce symbole-là, veut aussi dire que je vais attribuer une valeur à x, puis je vais y donner toute cette valeur-là. En fait, c'est très complexe, là. X est égal à x plus 10 parce que l'ordinateur va aller chercher la mémoire du x, il va rajouter 10 à ce x-là, puis il va attribuer tout ça à x. Encore là, une fonction plutôt, c'est une action qui se passe dans l'ordinateur, pas juste un symbole d'égalité. Et ensuite, on pourrait avoir aussi vérifié des choses comme ça ici, où on a un inconnu, le x est un inconnu, puis on doit trouver une seule valeur pour que le x soit vrai. Mais en programmation, si on tape ça, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'encore là, le symbole ici, à moins qu'on l'utilise comme un symbole de comparaison. On compare les deux. Mais il ne va pas résoudre cette équation-là juste automatiquement. Donc, juste pour dire que ce symbole-là, quand les élèves le voient, souvent, ça occasionne un problème de pensée parce qu'on utilise ce symbole-là comme autre chose, comme une fonction, comme un acte en codage plutôt que d'une action mathématique. Donc, par exemple, je peux utiliser un des gros concepts aussi, c'est la variable. Donc, variable, c'est encore là, on a des variables en mathématiques, puis on a aussi des variables en codage. Puis en codage, elle a un cran de plus. En codage, quand on parle de variable, on parle d'une mémoire, d'une partie du mémoire à l'intérieur de l'ordinateur qui a une valeur. Moi, j'aime beaucoup vous visualiser là, un mur de petits tiroirs là, pour mettre nos feuilles là, sur le. Donc, on attribue un titre, on va mettre le titre sur le tiroir, on va l'appeler X, puis à l'intérieur de ça, on va mettre une mémoire, un morceau. Donc, la première ici, X, on met 20. Fait qu'on tire le tiroir, on met 20 dedans. Puis ensuite, vous voyez que l'assignation ici à droite, je l'ai ici, je vais mettre X plus 5. Là, ça veut dire, je vais utiliser je vais ouvrir mon tiroir, je vais aller chercher la valeur qui était là. Je sais que c'est 20 parce que je l'ai attribué. J'ai mis 20 dedans. Là, je prends 20, j'additionne 5, je le remets dans le tiroir, puis je le ferme. Donc, la valeur de X va maintenant valoir 25. C'est toute une action, c'est pas juste de jouer avec des variables de façon abstraite en mathématiques. OK? Donc, c'est pour ça qu'on se sert de ces variables-là, parce qu'il s'agit de généraliser des problèmes. Right? On ne veut pas juste résoudre un problème, on aimerait ça en résoudre plusieurs, puis de façon systématique. Le codage existe pour qu'on puisse le faire le plus souvent possible et d'explorer comment le faire. Et c'est pour ça qu'on utilise des variables en codage. D'autres concepts, puis ensuite on plonge un peu dans la programmation ensemble. D'autres concepts qui sont très intéressants ou très importants en codage, c'est initialiser. Il faut toujours comme décider ce petit tiroir-là, comment il s'appelle, puis comment on peut l'organiser, puis lui donner la valeur qu'on veut au début aussi. Souvent, là, au début des programmes, on va initialiser des choses comme ça. L'importance de garder un compteur, le codage, c'est très bien pour faire des répétitions avec des compteurs, puis ça, on a des structures comme ça à l'élémentaire. Des instructions conditionnelles aussi, si, sinon, très important. Puis des structures de contrôle répétées, des noms vraiment prédéfinis. Donc, on peut le faire répéter à l'infini ou répéter 10 fois ou répéter selon une instruction conditionnelle. Donc, plus de choses. Des sous-programmes sont importants. On les voit là en 7e, 8e, on commence à faire des sous-programmes. Et la communication surtout. Pourquoi on programme? Parce qu'on va avoir un utilisateur. Il y a un utilisateur qui va donner de l'information, des entrées, puis qui va
avoir de l'information du code, la sortie. Donc, c'est des grands concepts quand on commence à coder. On plonge tout de suite dans tout ça. Je vous pose la question. Ça, c'est dans le curriculum, les appuis pédagogiques. Il y a des appuis pédagogiques en dessous de chacun des concepts, plusieurs des contenus d'apprentissage. Puis, ce contenu d'apprentissage, dans les appuis, il y a des exemples de codage comme ça un peu partout. Puis, à la fin là, de la présentation, je vais vous donner, j'ai fait de la compilation de tous les appuis pédagogiques et puis tous les pseudocodes qui existent de la 7e à la 9e. C'est dans un document. Comme ça, vous pouvez aller les voir et aller les chercher directement. Donc, ce problème-là, je vous pose la question, quel est le concept mathématique qu'on explore ici? Parce qu'il faut toujours relier le code à un concept mathématique qu'on est en train de voir. C'est dans le curriculum, là. Notre contenu d'apprentissage nous disait ça. Donc, ça, c'est un pseudocode, mais quel est le contexte? Quel est le concept mathématique qu'on explore? Les suites, excellent. Est-ce qu'on peut être plus spécifique aussi? Quelle sorte de suite? Une suite décroissante, excellent. Oui, on peut explorer la table de valeurs, c'est certain, parce qu'on a comme on dirait qu'on est en train de produire, Fritz, une table de valeurs. Moi, en tout cas, je vois ça un peu aussi dans la sortie, là. Fait qu'il y a plein de choses. OK. Donc, ici, on va utiliser ça ici pour vraiment explorer la première fois pour certains. Pour d'autres, il y en a qui ont fait beaucoup de codage. Mais comment est-ce qu'on pourrait coder ça? Ça, c'est un pseudocode. Pour ceux qui ne savaient pas, le pseudocode dans le curriculum, on doit mettre le pseudocode parce qu'on ne peut pas préconiser un système plus qu'un autre en informatique. Donc, que ce soit Scratch ou Python ou Microbit ou en tout cas, ça, c'est pas. Le ministère ne peut pas se justifier là-dessus. Donc, on utilise ça. Puis, en fait, je trouve ça une bonne technique parce que le pseudocode, c'est une technique en programmation qui t'aide à faire un brouillon pour décortiquer un problème en étapes computationnelles. Puis, on va essayer d'en faire un après, plus tard, pour essayer de voir. On va avoir un problème mathématique, puis on va dire, OK, qu'est-ce qu'on a de besoin? Quelle variable qu'on a de besoin? Qu'est-ce qu'on a de besoin comme structure? Est-ce qu'il va y avoir une répétition là-dedans? Puis, donc, c'est bon de voir, je trouve, le pseudocode parce que ça nous permet de voir de la structure sans penser au codage. Pour ceux qui sont nouveaux, ici, répéter jusqu'à. Ensuite, il y a des espaces. Bien, ça veut dire qu'on répète chacun de ces quatre instructions-là, puis on revient à la boucle, puis on va répéter ça. Ça, c'est notre boucle ici. Il y en a qui oublient que ça fait partie de chaque... mais en pseudocode, c'est une façon de le faire comme ça. OK, donc allons-y tout de suite. On va plonger là-dessus. Je vais... oups, ça, c'est pas la bonne, là. On va rester là. Ensuite, on va aller tout de suite en Scratch. Moi, j'ai décidé de Scratch juste parce que c'est en bloc et deux, j'aime que c'est en français. On a les blocs tout en français. Puis, tu peux faire plein de connexions aussi, etc., là, plus avancées. Puis, en tout cas, c'est une bonne façon de partir. Puis, c'est acceptable dans la plupart, sinon tous les conseils scolaires aussi. Si vous n'avez pas de compte Scratch, vous pouvez juste regarder, mais se faire un compte, c'est assez gratuit. Mais je vais aussi vous donner des liens à tout ça à la fin aussi. Donc, on va essayer de voir, j'aimerais ça, on peut le faire de deux façons différentes. Il y a peut-être quelqu'un qui voudrait m'indiquer par la voix, puis moi, je vais cliquer. Je préconise beaucoup cette tactique-là en salle de classe aussi. Je mets 2 ou 3 élèves par ordinateur. Je pense que la dernière chose qu'on voudrait faire, c'est mettre comme un ordinateur par élève. Ils ont déjà tellement tout seuls branchés sur leur téléphone, etc.,
qu'il faut initier la conversation. Puis une façon que je fais pour faire ça, c'est je dis, il y a une personne à l'ordinateur, mais la personne à l'ordinateur ne peut pas taper, elle doit taper ce que les gens, ses collègues lui disent. C'est vraiment d'agir un peu comme robot, si vous voulez, parce que là, on initie les conversations. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est des gens qui sont un peu moins confortables avec le codage. Puis là, on a un power user que j'appelle qui s'installe à l'ordinateur. Puis là, tout d'un coup, c'est comme tac, 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 tac. Les autres, ils apprennent rien ou presque, ils sont en observation seulement et il n'y a pas de conversation. Alors, si on force la conversation, la personne qui tape ne programme pas. Donc, si tu as ton power user, lui, il ne pourrait pas taper, je dirais. Je dis, toi, tu fais juste le verbaliser. Et là, il y a du questionnage. Qu'est-ce que tu veux dire par comme initialiser une variable? Je ne comprends pas. Mais clique sur tel bloc, il faut faire ça. Là, la conversation se passe, puis on force une conversation. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Donc, est-ce qu'il y en a un ou une qui serait voulant d'être la personne qui parle, puis moi, je vais juste cliquer. Ça serait une façon qu'on pourrait le faire. L'autre façon aussi, ça serait juste moi, je vais vous présenter tout ça, puis de façon juste formelle. On peut faire ça aussi, ça ne me dérange pas. Hein, je sais que c'est votre formation. On est ici pendant notre été, fait que je veux que ça vous sert à ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il y en a qui voudraient essayer de voir comment on pourrait programmer ce pseudocode-là en Scratch? On pourrait commencer par déterminer les valeurs. Excellent, cool, oui. Fait que là, on les voit en début ici. Hein? Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça, Annie? On va dans la section des variables, si je ne me trompe pas. OK, on va cliquer. Puis si je regarde le pseudocode, ce qui est en gras, ça semble être les variables. Donc, on devrait en avoir une qui est valeur et l'autre qui est rang. OK, cool. Je vais ici créer une variable. Je vais cliquer là. Valeur. Je la vois là. Puis je vais faire une autre qui s'appelle rang. OK. Fait que là, j'ai deux variables. Je vais mettre ça un peu plus gros ici. Ce que j'adore avec Scratch, c'est aussitôt qu'on a créé une variable, elle apparaît automatiquement sur l'écran ici. J'aime ça parce que ça me fait penser à ce petit tiroir-là. Là. Tu sais, je viens de créer un petit tiroir qui s'appelle valeur, puis un autre petit tiroir qui s'appelle rang. Vous avez remarqué quelle valeur qu'ils ont les deux? 0. Donc, Scratch initialise automatiquement à 0 des nouvelles variables pour nous. OK. OK, donc, Annie, tu peux continuer. Qu'est-ce que je ferai prochainement? On attribue une valeur à notre valeur. Donc, on est censé commencer à 200. Donc, il va falloir mettre la valeur à 200 initialement. Right. J'adore le bloc ici, mettre, parce que moi, ça me fait penser à mon petit tiroir, c'est mettre comme dans quoi? Mettre dans valeur. On va mettre quoi? On va attribuer 200. Je vois, je mets 200 à valeur. Tu sais, une valeur est à 200. Donc, on voit ce concept de conteneur, là, de variable qui tient quelque chose. OK. Est-ce que, vu que ça commence rang à 0, est-ce qu'on l'attribue quand même ou on le reste comme ça? Ça, c'est une très bonne question parce que en programmation, on aime beaucoup initialiser au début, coûte que coûte. Parce qu'à chaque fois qu'on commence, on veut forcer la valeur qu'il y a dans chacun de ces petits tiroirs-là, dans chacun de ces variables-là. C'est une bonne pratique de toujours initialiser, même si c'est 0. J'explique, des fois, on se fait jouer des tours en informatique. On va donner une valeur, puis après ça, on va le runner encore. Puis si on ne l'a pas mis, il va rester à la valeur qui a été mise dans le programme, puis il n'aura pas été initialisé à mon 0. Donc, ça a de l'air comme s'il est déjà à 0, mais c'est important de le forcer aussi à 0. OK? Toujours initialiser à 0, toutes les variables, que ce soit 0, quelle valeur que tu veux, mais au début, là, c'est toujours important d'avoir cette initialisation-là. Comme ça, ben, on se protège si le code exécute.
OK. Fait que là, on a initialisé nos variables. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? S'il y en a d'autres qui veulent embarquer, on peut continuer avec Annie, mais s'il y en a d'autres qui veulent s'essayer, là, allez-y. On est là pour apprendre ensemble. Je peux continuer aussi parce que je vois qu'il est quand même 11h30, puis je vais essayer d'accéder à une autre des exemples tantôt. Puis après ça, vous Bonjour. présenter plein de choses. Ah oui, bonjour. Oui, je voulais dire, est-ce qu'on va aller, en fait, comment on appelle là, c'est compliqué, pour aller dire si, euh, avec les conditions, Oui, il faudra avoir une condition. Dans les blocs de Scratch, on a des événements, on a des opérateurs, puis on a aussi un contrôle. Je trouve oui, de valeur que c'est tellement proche de la couleur, là, mais quand même, voici les contrôles, c'est comme un jaune un peu plus orangé. on va, parce que dans le pseudo de code, on va répéter jusqu'à valeur. Est-ce que c'est inférieur ou égal à -100? Ça, c'est ici valeur qui est, je ne sais pas si c'est trop petit, là, mais ça dit valeur plus petit ou égal à -100. C'est ce que je vois là. Donc, il faudrait avoir la condition si valeur. On peut regarder dans les blocs aussi, hein. Est-ce qu'il y a un bloc qui s'appelle répéter jusqu'à cette structure-là? Répéter jusqu'à? Si j'attends, Oui, répéter 10 fois, répéter définiment, mais j'ai aussi. Ah oui, répéter jusqu'à ici. So, on va prendre celui-ci. OK. Là, on a besoin d'une condition. Les conditions, ils se retrouvent dans les opérateurs. J'aime beaucoup Scratch parce qu'il fait une forme un peu de qu'est-ce que tu as de besoin. Puis les opérateurs ici, ils ont des ronds, puis ils ont aussi des hexagones comme ça. Fait que ça va prendre un hexagone pour créer une condition, un si, hein? Puis oui. il faudrait mettre on veut vérifier que la valeur est plus petite ou égale à -100. Ça, c'est la plus grande. Là, on rentre là, dans l'état computationnel. On est en train de diviser l'expression des mots valeur plus petit ou égal à -100 dans une condition pour le codage. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Vas-y. Donc, moi, je dis, on va prendre la condition valeur. On va avoir besoin de on va avoir besoin de la mémoire valeur, certain. Dans les opérateurs. Là, on regarde les opérateurs. J'ai un plus grand que, j'ai un plus petit que, puis j'ai un égal. Scratch ne nous donne pas un plus petit ou égal. C'est ça. Donc, Il va falloir qu'on combine deux choses ici, là. Il va falloir qu'on décortique en petits morceaux deux choses, parce qu'on veut vérifier que la valeur est plus petite que -100 puis égale à -100. On va avoir besoin d'un autre contrôle. Là, j'avance un peu parce que je regarde le temps. Donc, regardez, la pensée computationnelle, elle est comme juste ce plat-là, là, juste valeur est plus petit ou égal à -100. Comment est-ce qu'on fait pour coder ça? Alors, regardez, on a des codes ici, on a le et, on a aussi le ou. Hein? OK. Fait qu'on a un ou deux. Là, on peut avoir une conversation avec les élèves. Est-ce que ça va être un et ou un ou? Parce qu'on a plus petit que, puis on a égal. Puis ça, on peut le dire. Ça va être -100. Puis ici, je vais faire -100 aussi. Puis je peux mettre valeur dans chacun. OK? Je vais mettre la petite bulle de valeur dans chacun. Donc, je peux voir que valeur est plus petit que -100. Puis ici, j'ai valeur est égale à -100. Ça, c'est les deux conditions que je veux faire. Mais là, il faut figurer, est-ce que c'est un et ou un ou? Ça doit être un et. Alors, si on fait un et, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va voir valeur est plus petit que 100 et valeur est égale à 100. OK.
Là, je vais aller un peu rapidement juste pour afficher là, ici, mais est-ce que moi, j'aimerais ça faire, donc valeur est égale à valeur moins 50. Je vais attribuer d'abord la valeur je vais aller prendre la variable valeur. Oups. Puis, je vais faire une opération, puis je vais faire moins 50. Donc, je vais prendre la valeur, je la mets dans la bulle là, puis je lui enlève 50. Ça, c'est l'opération que je veux faire ici à droite dans mon pseudocode. Et je veux assigner ça, je veux mettre ça dans la variable qui s'appelle valeur. All right. So, j'ai assigné ça. OK? Et là, vous voyez qu'on a un compteur. Là, on veut augmenter mon rang. On a commencé à 0. Là, je vais aller rang plus 1. So, là, je prends ma variable de rang. Puis regardez ce qu'il y a. À place de mettre, je pourrais mettre 1 à 1 plus rang, puis je le mets dans rang. Right? Un peu comme j'ai fait la valeur. Ici, j'aurais pu faire rang plus 1. Je mets tout ça dans rang. Right? L'action de mettre dans un petit tiroir. Mais il y a aussi, Scratch a aussi un compteur. J'ajoute un à. Ici, j'ajoute un à rang. C'est ça qu'on est en train de faire ici. Donc, on a plusieurs façons de le faire. Je préfère j'ajoute un à rang ou je pourrais aussi écrire j'ajoute à rang. Je vais utiliser un opérateur. C'est un peu plus complexe, mais on le voit exactement comme qui est écrit dans le pseudocode. Donc, je vais prendre rang, puis je vais additionner 1, et puis je le mets dans la bulle. Ces deux actions-là vont donner la même chose. Donc, on peut en choisir un ou l'autre. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais peut-être mettre ça juste pour respecter le pseudocode. Je vais mettre celui le plus bas. Et puis là, j'aimerais ça afficher. Hein? On va afficher le résultat. Donc là, ici, je vais utiliser une apparence. So, apparence, ça nous permet d'afficher. So, je vais afficher rapidement. Là. Boom. Je vais afficher la variable. So, ici, je vais faire une combinaison. Là. Je vais utiliser regrouper pour pouvoir mettre du texte. Je vais faire valeur. Non, on parle de rang d'abord dans mon pseudocode. Rang, puis je vais mettre la valeur de rang. OK? Sur rang, 2 petits points. Et je vais prendre ma variable. Donc, j'étais en train de créer un peu ce que le résultat rend ici. Puis là, je veux afficher, je veux dire dans le pseudocode de Scratch, c'est dire. Puis je veux dire rang, puis je veux mettre la valeur. OK? Donc, on va faire la même chose, mais avec oups, c'est pas ça que je voulais faire. Avec la valeur. Donc, je vais aller chercher ma valeur. Ensuite, regrouper les deux pour que je puisse dire quelque chose et donner la valeur. Ce que je vais faire, je vais avoir le texte valeur, puis ensuite, je vais afficher la valeur. Puis je vais mettre ça dans ce groupe-là. OK. OK, là, ça nous prend un événement au début. C'est quand que je clique sur le drapeau, on commence le tout. D'accord? Donc, vous voyez, ici, on a testé des choses, là, puis ça a changé les valeurs, l'importance de mettre notre chose là. OK. Donc, vous êtes prêts? On va aller voir. Ah, puis là, il me manque ma dernière résultat, là, ici, mais je ne l'ai pas mis. On va juste y aller pour tout de suite. On va voir qu'est-ce qui arrive. So, ici, j'ai rang 1, valeur 150. Rang 2, valeur 100. Rang 3, valeur 50. Rang 4, 0, ça va bien. Il faut arrêter à négatif 100, ça a l'air. Hein? Toujours le négatif 1, OK. 6, négatif 1, all right. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il est en train de continuer. Il n'arrête pas, on dirait. Est-ce que c'est pas où qu'il faut avoir dans ce cas-là? Ah, excellent. Donc là, vous voyez un peu la conversation qu'on a avec nos élèves. On peut aller voir pourquoi c'est un « et », pourquoi c'est un « ou ». Et quand c'est « et », il faudrait que les deux conditions soient vraies pour que ça continue, pour que ça l'arrête, je veux dire. Donc, je répète jusqu'à temps que les deux conditions sont vraies. Mais avec le « et »,
c'est pas le cas. On veut avoir un ou l'autre. On veut qu'il arrête si valeur est plus petit que 100 ou égale à négatif 100. Donc, on utilise le ou à la place. C'est drôle, hein, parce que à chaque fois que je le fais, on en parle. Oui, je vais pouvoir partager ça avec vous autres à la fin. On l'a dit, hein, le symbole. Comment on l'appelle, ce fameux symbole-là, plus petit ou égal? On le dit, plus petit ou égal. Fait qu'il y a deux actions, puis on ne dit pas plus petit et égal. On dit plus petit ou égal. C'est le nom du... Puis là, ici, on le voit. On l'a décomposé en étapes computationnelles. Plus petit que négatif 100 ou égal à négatif 100. Et ça nous permet de faire un beau contrôle. OK, on avance. Oui, je vais partager la présentation. Je peux faire ça tout de suite aussi. Puis là-dedans, il y a plein de liens là, pour vous indiquer plein de choses. Je vais retourner. OK. Donc, j'aimerais ça juste faire passer un peu. Voici ce que... On aurait pu faire celui-ci, mais ici, ça introduit les sous-programmes. Vous voyez, des pseudocodes. Puis, la dernière chose que je veux vous faire, c'est de faire des bons codeurs aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est vraiment de patauger dans tout ça pour voir un peu. Je vois qu'en 8e année aussi, on a du travail comme ça. Ici, c'est le fun parce que dans les appuis pédagogiques, on va dire voici un pseudocode, mais je veux que tu le modifies pour calculer l'aire du cylindre au lieu. Là, on fait l'analyse, puis on voit, OK, on est en train de vérifier le volume, mais j'aimerais ça faire l'aire du cylindre. OK? Fait que ça, c'est une belle façon de pouvoir modifier aussi un concept. Celle-ci, c'est une super belle aussi activité que j'ai vue. C'est pas dans le codage, c'est vraiment en algèbre, mais je me suis dit, my God, ça serait cool de pouvoir vérifier puis de développer du code, là, créer du code pour ce problème-là. Fait que dépendant de ce que vous êtes rendu avec vos élèves, ça pourrait être une tâche très intéressante. Donc ici, on a un petit paragraphe qui explique que quand on a une équation comme ça, avec des inconnus sur chaque côté, on peut utiliser le côté du membre de gauche et membre de droite, puis on substitue la valeur pour vérifier. C'est une façon de vérifier est-ce qu'on a trouvé la bonne solution, la bonne racine. L'inconnu qui fait que ces deux côtés-là soient égales. Donc, on pourrait, par exemple, hein, donc là, vous voyez que là, je peux créer du pseudocode. Quelle variable que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin du membre gauche, je vais avoir besoin du membre droit et la variable X aussi que je vais vouloir tester. Imaginez, je pourrais tester des choses, puis je peux faire le calcul à côté, puis ensuite, mon logiciel, mon code, ferait l'analyse à base de membre gauche, membre droit. Fait que je pourrais mettre la valeur de X que je veux tester. Vous voyez un peu là, ce qui se passe, puis ensuite vérifier une condition. Si les deux sont égales, on peut dire « Hey, guess what? Tu as trouvé la bonne solution. » Sinon, on répète. On pourrait faire répéter jusqu'à l'infini pour décider. Ça, c'est un exemple de comment prendre un problème mathématique puis vraiment le transformer en codage. OK? J'ai des exemples de tout ça dans les liens, là, puis tout ça. Souvent aussi, on peut commencer d'un problème, la relation entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle, pour ceux qui connaissent ça sous le théorème de Pythagore. Maintenant, on l'appelle vraiment comme ça. En 9e année, on l'appelle, c'est la relation. On l'appelle, c'est quoi? La relation des longueurs des côtés d'un triangle rectangle. On peut modifier ce code-là pour dire, est-ce qu'on pourrait trouver un côté, calculer un côté, la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Plutôt que de dire est-ce que c'est un triangle rectangle ou non. Fait que ce programme ici, on peut l'analyser puis on voit, OK, il dit si c'est un triangle rectangle ou non. Fait que plein de façons de penser différemment pour aller explorer un concept mathématique. En 9e, on commence à présenter aussi des pseudocodes sous forme de logigrammes. Un logigramme, c'est vraiment, je trouve, peut-être plus facile à lire. On a souvent des codes comme on a un début, on a la fin. Après ça, on a des structures d'assignation.
Ensuite, on a des structures d'entrée, avec les petits parallélogrammes. Puis ensuite, on a des répétitions, puis on voit la structure, comment elle va. Puis on a une structure de sortie. Fait qu'on peut voir comment ces choses-là sont faites aussi. Souvent aussi, qu'est-ce qui est identique puis qu'est-ce qui est différent entre les deux pseudocodes, puis est-ce que le pseudocode et le logigramme ont le même résultat? C'est une belle façon d'analyser, puis là, il y a peut-être une équipe pour aller coder le pseudocode, puis l'autre pour aller coder le logigramme, puis voir la différence entre les deux, puis un peu s'amuser à voir les différences et les ressemblances entre chacun. Je vais avancer pour me rendre. Ici, j'ai fait un petit programme aussi parce que je me suis dit, ça serait le fun de pouvoir explorer aussi des machines à fonction. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu le jeu, mais on peut avoir, on a une règle dans ma tête. Donc, l'ordinateur a une règle et puis moi, je veux déterminer la règle. Mais je lui pose des questions. Je lui donne un nombre, une entrée, puis après ça, lui me donne une sortie. Puis j'ai programmé le tout pour que, aussitôt qu'on a trouvé la règle ou l'équation, si tu veux, Scratch nous donne un symbole avec des tuiles carrées pour nous indiquer, pour nous montrer cette règle-là. Donc, par exemple, si j'ouvre ça, ouais, voilà. Oups, je vais aller plus gros. Donc, ici, j'ai un petit jeu où j'ai programmé, donc, entrer un nombre, par exemple. Donc, je vais rentrer un nombre, on va dire 3. Là, vous ne le voyez pas très, très bien en bas, là, c'est tout petit, mais quand même, on voit que c'est 3. Et là, il m'a donné une liste de sorties. OK, fait que là, on essaie de deviner c'est quoi ma règle. Donc, je veux avoir le multiplicateur M, il nous demande ça, puis après ça, la constante. Il y a quelque chose qui multiplie le X, puis il y a quelque chose qui est additionné au X. Fait que là, je peux explorer différentes choses. Mais là, je vois 16, je ne sais pas, c'est peut-être 4 fois quelque chose plus 2, je ne sais pas, ça ne marche pas, désolé, ça ne marche pas, OK, on donne un autre. Donnez-moi un autre numéro, mais je vais essayer un autre nombre. Je vais essayer 0, par exemple. Oh, 0 me donne 1. OK, ça c'est cool parce que si je fais 0, mon X, c'est 0, mon multiplicateur, n'importe quel multiplicateur me donnerait, si j'aurais un multiplicateur de 0, ça serait, ça marcherait. Donc, moi, je pense que le multiplicateur est probablement 0. Et puis ma constante, c'est 1. Désolé. Oh non, j'ai pas la bonne chose. OK, on va essayer 2 maintenant. 2, c'est 11. OK, so 2 fois quelque chose qui est égal à 11. Oh, je pense que c'est peut-être 5, mon multiplicateur. 2 fois 5, c'est 10. Puis j'ai vu tantôt que j'additionnais 1. On va essayer ça. 5 pour le multiplicateur, 1 pour la constante. Et voilà, j'ai bien déterminé ma règle, puis je la vois. Je vois ce qui est constant à la figure 1. J'ai 1, puis ensuite j'ai 5, ensuite 1, puis après ça 10, 1, puis 15, et etc., etc. Donc, j'ai fait ce programme-là, puis vous pouvez regarder à l'intérieur, c'est pas si complexe que ça. Il est vraiment, ça a l'air complexe, mais c'est quand même pas trop pire comme programme. Et vous pouvez toujours le changer aussi parce qu'ici, j'ai un nombre aléatoire qui va de 0 à 5. Mais donc, je me suis dit 6e année, 4e année, 6e année. Après ça, on pourrait regarder aussi des règles plus complexes. On pourrait en mettre des nombres négatifs là-dedans, c'est certain. On pourrait aussi changer la nature, là, que ce soit, si on parle de 9e, pour des fonctions qui ne sont pas linéaires, etc. Fait que c'est une bonne façon de s'amuser un petit peu, puis de voir, puis on peut décortiquer le codage, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça. Fait que ça, c'est une bonne façon aussi d'explorer l'étape computationnelle des choses, puis de partager. OK. Donc, je retourne ici. Donc, ce que j'aimerais, on est arrivé à la fin quand même, mais ce que j'aimerais vous présenter, c'est j'ai produit ces 3 choses-là pour un peu vous aider, surtout pour la 9.7 à la 9. Si jamais il y a des gens qui voudraient avoir les autres années, c'est quelque chose que je vais essayer de développer au courant de l'année, cette année.
Mais j'ai aussi des exemples de concepts mathématiques en codage, puis c'est ça que j'aimerais ça vous présenter. Puis ensuite, j'ai aussi toute la machine de fonction, puis comment elle est programmée, puis quel code qu'on a fait et tout ça, que ça l'explique un peu le code de cette machine de fonction-là que j'ai faite. Regardez les exemples ici. Je suis allé chercher des concepts mathématiques qui sont en 7e à la 9e année. Je donne un concept, par exemple, impair ou pair. Donc, comment déterminer si un nombre est pair ou impair? Utiliser le concept de la soustraction répétée de 2. Okay? Ensuite, j'ai un pseudocode pour vous. Puis après ça, j'ai un lien vers le code Scratch. Puis j'ai le code Scratch en image. Donc, évidemment, je demanderai aux élèves d'essayer de produire le pseudocode, puis ensuite peut-être l'analyser. Mais pour vous, comme si vous n'êtes pas des experts programmeurs, je dirais, essayez de ne pas voir le code, essayez vous-même de le faire. Après ça, vous avez comme un solutionnaire si vous voulez. Par exemple, on a racine carrée estimée. Comment est-ce qu'on peut estimer une racine carrée? Parce sur ça, c'est un des concepts mathématiques, c'est de pouvoir savoir, par exemple, 25, puis si on a le nombre 23, par exemple, on sait que 25, c'est 5 au carré, puis 16, c'est 4 au carré, puis 23, il commente les deux, mais il est plus proche que 5. Donc, ça devrait être pas tout à fait 5, mais ça va être 4,8 peut-être. En fait, ce code ici, c'est un petit algorithme pour aller chercher justement ce code, estimer la racine. Ensuite, puis j'ai souvent aussi des modifications possibles aussi, juste pour pouvoir j'ai aussi convertir des mesures. Fait que, en 9e année, on explore différentes mesures, que ce soit le système impérial ou autre. Ici, c'est un petit concept de faire convertir des mètres en mètres carrés en pieds carrés. Donc, ensuite, il fait le calcul. Additionner des demi de fractions unitaires. Fait que ça, c'est intéressant aussi, un petit concept là. Vous voyez que j'ai essayé de toucher un peu tous les domaines, un peu, les nombres premiers aussi. C'est intéressant. Et donc, vous avez quand même un peu d'exemples de codage déjà fait pour au moins aller frapper le concept mathématique. Le but, c'est vraiment d'aller chercher un concept mathématique qu'on décode en petits algorithmes. Je pense qu'on va réussir à bien faire ça. OK, donc il reste quelques questions. Je vous demande je vais copier l'adresse, je vais le mettre dans la boîte du chat. En attendant, vous pouvez toujours aller remplir le SurveyMonkey pour pouvoir rentrer un peu ce que vous avez trouvé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Mais je suis aussi, on est là, il reste 5 minutes, donc je suis là pour 5 minutes. Si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas répondues ou des choses que vous voudriez voir dans une autre formation future, là. Je suis là Alors, pour ça. merci Jules, j'arrête l'enregistrement. Merci. Bon. Je vais arrêter mon partage.